À l'extrémité la plus reculée de notre planète, il existe un continent qui n'appartient à personne, mais qui hante l'imagination de tous. Une terre de silence, figée dans une étreinte de glace. L'Antarctique. On nous dit que c'est un désert blanc, un laboratoire à ciel ouvert pour la science. Mais sous ces glaciers millénaires, dont certains sont plus anciens que la civilisation elle-même, se cachent des secrets que la science peine à déchiffrer. Pourquoi des lacs d'eau liquide existent-ils à des kilomètres sous la glace? Quelles sont ces structures géométriques parfaites qui apparaissent sur les images satellites avant de disparaître? Et pourquoi tant d'expéditions, des missions scientifiques aux opérations militaires secrètes, sont-elles revenues avec plus de questions que de réponses? Ce soir, notre voyage nous emmène au-delà des récits officiels, dans un monde où la glace n'est pas seulement de l'eau gelée, mais le gardien d'une histoire oubliée. Alors, ajustez vos écouteurs, laissez le froid de l'inconnu vous envahir, et préparez-vous à explorer les mystères de l'Antarctique que la science ne peut expliquer. Et pour ceux d'entre vous qui sentent que ces énigmes sont connectées à une vérité plus grande, j'ai laissé une piste, un premier pas vers une exploration plus profonde, qui vous attend dans la description. Les pyramides de glace et structures anormales. Notre premier mystère commence non pas sur le terrain, mais à des centaines de kilomètres au-dessus, dans le regard froid et omniscient de nos satellites. Depuis des années, des images de l'Antarctique révèlent des anomalies géologiques troublantes. Mais aucune n'est aussi spectaculaire et controversée que la découverte de ce que l'on appelle désormais les pyramides de l'Antarctique. Dans la chaîne de montagnes Ellsworth, une série de sommets émerge de la calotte glaciaire. L'un d'eux, en particulier, présente une forme pyramidale si parfaite qu'elle semble artificielle. 4 faces triangulaires quasi symétriques, une base carrée, une pointe acérée, la ressemblance avec les pyramides de Gizeh est frappante. D'autres structures similaires ont été repérées dans d'autres régions du continent. Immédiatement, la question se pose. Sommes-nous face à une simple bizarrerie de la nature ou aux vestiges d'une civilisation perdue? L'explication scientifique officielle est claire et rationnelle. Ces formations sont des nunataks, c'est-à-dire les pics de montagnes enfouies sous la glace qui percent la surface. Selon les géologues, leur forme pyramidale est le résultat de millions d'années d'érosion par le gel et le dégel. Le vent glacial et les cycles de l'eau auraient sculpté la roche, créant ses arêtes vives et ses faces planes. C'est un processus naturel connu sous le nom d'érosion glaciaire. Cette explication est logique, elle est scientifiquement fondée et elle est acceptée par la grande majorité de la communauté scientifique. Cependant, elle laisse de nombreux observateurs sceptiques. Peut-on vraiment attribuer une telle symétrie géométrique sur plusieurs structures à la seule action du hasard et de l'érosion? La nature crée des formes complexes et magnifiques, mais rarement avec la précision mathématique d'une pyramide à 4 faces. C'est ici que la porte de la spéculation s'ouvre. Et si ces structures n'étaient pas entièrement naturelles, l'hypothèse la plus audacieuse est qu'il s'agit de véritables pyramides artificielles construites par une civilisation avancée à une époque où l'Antarctique n'était pas recouverte de glace. Cette idée, qui semble relever de la science-fiction, est pourtant soutenue par d'autres anomalies, comme la fameuse carte de Piri-Reis de 1513 qui semble dépeindre la côte antarctique, libre de glace. Si une civilisation a pu cartographier le continent avant sa glaciation, n'aurait-elle pas pu y construire des monuments? Dans cette perspective, les pyramides de l'Antarctique seraient les plus anciennes du monde, les vestiges d'un chapitre de notre histoire complètement effacé par les changements climatiques. D'autres théories vont encore plus loin, suggérant une origine non humaine. Ces pyramides pourraient-elles être des balises, des sources d'énergie ou des avant-postes laissés par une intelligence extraterrestre qui aurait choisi le continent le plus isolé pour y mener ses opérations? Cette idée est alimentée par d'autres anomalies, comme des signaux radio étranges et des observations d'ovnis rapportés dans la région. Bien sûr, sans une expédition de forage qui traverserait des kilomètres de glace pour atteindre la base de ces structures et en analyser la composition, il est impossible de trancher. Mais le mystère demeure. Ces images satellites nous montrent des formes qui ne devraient pas être là, des échos de Gizeh dans le paysage le plus inhospitalier du monde. Sont-elles le fruit d'une coïncidence géologique extraordinaire, ou la signature silencieuse d'architectes oubliés, dont l'œuvre attend, sous un linceul de glace, d'être redécouverte? La glace de l'Antarctique ne conserve pas seulement le climat du passé, elle conserve peut-être aussi les secrets de notre histoire. Le lac Vostok et son écosystème perdu.
À près de 4 km sous la surface de la station de recherche russe Vostok, dans l'obscurité la plus totale et sous une pression écrasante, se trouve un monde qui aurait dû rester à jamais inaccessible. Le lac Vostok. C'est le plus grand des quelques 400 lacs subglaciaires connus en Antarctique, une immense étendue d'eau douce de la taille de la Corse, scellée sous la glace depuis au moins 15 millions d'années. Son existence même est un miracle de la nature. La chaleur géothermique du noyau terrestre empêche l'eau de geler, tandis que la calotte glaciaire au-dessus agit comme un bouclier parfait, l'isolant de toute contamination extérieure. Cet isolement a transformé le lac Vostok en une capsule temporelle biologique, un écosystème unique qui a évolué en vase clos, sans contact avec le reste de la planète, depuis des millions d'années. La question qui passionne les scientifiques est donc simple et vertigineuse. Qu'y a-t-il dans cette eau? La quête pour atteindre le lac Vostok a été une véritable épopée scientifique, un défi technologique extrême. Pendant des décennies, les équipes russes ont foré la glace, s'enfonçant lentement dans le passé de la Terre. Le projet était semé d'embûches et de controverses, notamment la peur de contaminer cet environnement vierge avec des microbes de la surface, ou pire, de libérer des micro-organismes anciens et inconnus dans notre propre biosphère. Finalement, en 2012, le trépan a atteint la surface liquide du lac. Les premiers échantillons d'eau ont été remontés et analysés, et les résultats n'ont fait qu'épaissir le mystère. Les premières annonces russes firent état de la découverte d'une forme de bactérie totalement inconnue, dont l'ADN ne correspondait à aucune espèce répertoriée. Puis, ces affirmations ont été tempérées, d'autres laboratoires suggérant que les échantillons avaient été contaminés. Depuis, les informations filtrent au compte-gouttes, entourées d'une aura de secret. Des rapports contradictoires circulent. Certains scientifiques russes ont parlé de la découverte de thermophiles, des organismes vivant dans des conditions de chaleur extrême, suggérant la présence de cheminées hydrothermales au fond du lac. D'autres ont affirmé avoir trouvé l'ADN de créatures plus complexes, comme des eucaryotes. Mais le plus étrange concerne une anomalie magnétique massive détectée à l'extrémité sud du lac. Cette anomalie, qui s'étend sur plus de 100 km, a été interprétée par certains comme une zone où la croûte terrestre est anormalement mince. Mais pour d'autres, elle est la signature d'autre chose. Des théories plus audacieuses ont commencé à émerger, alimentées par le manque de transparence et les données déroutantes. Le lac Vostok pourrait-il abriter des formes de vie qui ne sont pas basées sur l'ADN tel que nous le connaissons? Son eau, extrêmement saturée en oxygène, pourrait-elle avoir favorisé une évolution radicalement différente, peut-être même des organismes multicellulaires complexes adaptés à l'obscurité et à la pression? Des récits non confirmés, souvent qualifiés de conspirationnistes, parlent d'incidences étranges lors du forage. L'un des membres de l'expédition aurait parlé d'une créature ressemblant à une pieuvre, surnommée Organisme 46B, capable de paralyser ses proies à distance. Ces histoires sont très probablement des fictions, mais elles illustrent la fascination et le vide d'informations autour du lac. L'anomalie magnétique, quant à elle, a été interprétée par certains comme la signature d'une immense structure métallique, une ville antique engloutie sous la glace avant la formation du lac, ou une base extraterrestre qui utiliserait la chaleur géothermique comme source d'énergie. Le lac Vostok reste l'un des derniers territoires inexplorés de notre planète. Chaque nouvelle découverte semble apporter plus de questions que de réponses. Est-ce un simple lac subglaciaire abritant quelques microbes extrémophiles, ou une boîte de Pandore biologique qui pourrait redéfinir notre conception de la vie? Et pourquoi les données sont-elles si difficiles à obtenir et si souvent contradictoires? Le secret du lac Vostok n'est peut-être pas seulement ce qu'il contient, mais aussi ce que les nations qui y ont accès sont prêtes à révéler. Sous 4 km de glace, un monde perdu attend, et nous ne faisons que gratter la surface de son mystère. L'anomalie de la Terre de Wilk, cratère ou base secrète. Notre prochaine énigme ne se voit pas. Elle se ressent. Elle est cachée à 3 km sous la glace de la Terre de Wilk, une région désolée et inaccessible de l'Antarctique orientale. C'est une force invisible, une perturbation dans le champ gravitationnel de notre planète si massive qu'elle a été détectée depuis l'espace. En 2006, les satellites GRASS de la NASA, conçus pour cartographier les variations de la gravité terrestre, ont révélé la présence d'une gigantesque concentration de masse, ou mascon, sous la glace. L'anomalie est colossale, une zone de plus de 300 km de diamètre où la gravité est anormalement plus forte.
Sous cette immense étendue de glace apparemment uniforme se cache quelque chose d'incroyablement dense et massif. Simultanément, des relevés radars du substrat rocheux ont révélé la présence, au même endroit, d'un cratère encore plus grand, mesurant près de 500 km de diamètre. La communauté scientifique a rapidement fait le lien et a proposé une théorie qui, si elle est vraie, est déjà en soi extraordinaire. L'explication officielle est que nous sommes face à la cicatrice de l'un des plus grands impacts d'astéroïdes de l'histoire de la Terre. Un météore, peut-être 6 fois plus grand que celui qui a anéanti les dinosaures, aurait frappé la planète il y a environ 250 millions d'années. L'impact aurait été si violent qu'il aurait non seulement créé ce cratère gigantesque, mais aurait aussi pu provoquer une remontée de matière dense du manteau terrestre, créant la concentration de masse que nous détectons aujourd'hui. Cet événement cataclysmique pourrait même être le responsable de l'extinction du Permien-Trias, la plus grande extinction de masse de tous les temps, qui a anéanti 96% de la vie marine et 70% des vertébrés terrestres. Cette théorie est spectaculaire et fait consensus. Elle explique à la fois le cratère et le mascon. Cependant, pour certains physiciens et géologues, des questions subsistent. Normalement, après un impact aussi ancien, le manteau terrestre, qui est fluide sur des échelles de temps géologiques, aurait dû rebondir et se stabiliser, dissipant une grande partie d'une anomalie gravitationnelle aussi prononcée. Le fait que le signal soit encore si fort après 250 millions d'années est considéré par certains comme une énigme en soi. Cette incertitude, aussi minime soit-elle, a ouvert la porte à des spéculations bien plus audacieuses. Si la concentration de masse n'est pas, ou pas seulement, une cicatrice géologique, que pourrait-elle être ? La forme circulaire quasi parfaite et la densité extrême de l'anomalie ont enflammé l'imagination des théoriciens alternatifs. Pour eux, il ne s'agit pas d'une structure naturelle, mais artificielle. L'hypothèse la plus récurrente est celle d'une immense base souterraine, peut-être d'origine extraterrestre. Un ovni écrasé ou une cité-mère serait enfouie sous la glace, sa coque métallique ou ses structures denses créant l'anomalie gravitationnelle. Cette idée, bien que relevant de la science-fiction, est souvent connectée à d'autres mystères antarctiques, comme les observations d'ovnis par des expéditions militaires et le prétendu intérêt des nazis pour le continent en tant que porte d'entrée vers autre chose. Une autre théorie, un peu moins fantastique mais tout aussi révolutionnaire, suggère les ruines d'une cité antique. Si une civilisation avancée a existé à une époque où l'Antarctique était libre de glace, comme le suggère la carte de Piri Reis, elle aurait pu construire une cité capitale d'une taille et d'une densité phénoménale. Une cité dont les fondations et les structures métalliques, écrasées et enfouies sous des kilomètres de glace, formeraient aujourd'hui le mascon de la Terre de Wilkes. La forme circulaire pourrait correspondre à une capitale planifiée, à l'image de l'Atlantide décrite par Platon. Ces théories sont, bien sûr, invérifiables sans un forage qui représente un défi technologique et financier colossal. Mais elles mettent en lumière notre ignorance fondamentale de ce qui se trouve sous le continent gelé. L'anomalie de la Terre de Wilkes est un point d'interrogation géant sur nos cartes. Est-ce l'écho d'une catastrophe cosmique qui a redéfini la vie sur Terre? Ou est-ce la signature gravitationnelle d'un secret si massif, si ancien et si étranger à notre histoire qu'il reste là, endormi sous la glace, attendant que notre technologie soit enfin capable de le réveiller? L'opération X-Jump est le secret nazi. Notre prochain mystère n'est pas géologique, mais historique et militaire. Nous sommes en 1946. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. Le monde pense ses plaies et découvre l'horreur des camps. C'est dans ce contexte de reconstruction que les États-Unis lancent la plus grande expédition militaire jamais menée en Antarctique, l'opération X-Jump. Officiellement, il s'agit d'une mission d'entraînement et de recherche scientifique destinée à tester le matériel et les hommes dans des conditions de froid extrême et à établir une base américaine. Mais la taille de la flotte déployée semble totalement disproportionnée pour une simple mission scientifique. Une véritable armada, un porte-avions, 13 navires de soutien, 6 hélicoptères, des hydravions et plus de 4700 hommes, sous le commandement du plus célèbre explorateur polaire de l'époque, l'amiral Richard Rødtjeb. Pourquoi une telle démonstration de force dans le lieu le plus désert du monde, juste après une guerre dévastatrice? L'énigme s'épaissit lorsque la mission, prévue pour durer 6 à 8 mois, est brutalement interrompue après seulement 8 semaines. La flotte se retire en urgence en février 1947, avec des rapports faisant état de plusieurs morts et d'un avion écrasé. À son retour,
Lors d'une escale au Chili, l'amiral Byrd aurait accordé une interview explosive au journal El Mercurio, dans laquelle il aurait averti que les États-Unis devaient se préparer à défendre leur pays contre des chasseurs ennemis capables de voler d'un pôle à l'autre à des vitesses incroyables. Cette interview a été rapidement démentie et étouffée, mais elle a donné naissance à l'une des théories du complot les plus persistantes du XXe siècle. Cette théorie plonge ses racines dans les ambitions antarctiques de l'Allemagne nazie. En 1938, le Troisième Reich a mené sa propre expédition, cartographiant et revendiquant une large portion du continent qu'ils ont baptisé Neuschwabenland, Nouvelle-Souabe. La légende veut que les nazis n'aient pas seulement exploré, mais qu'ils aient découvert une entrée vers un vaste réseau de grottes souterraines, libres de glace et chauffées par l'activité géothermique. C'est là qu'ils auraient établi la mythique base 211, une forteresse secrète destinée à devenir le dernier bastion du Reich. Selon les conspirationnistes, c'est dans cette base que les scientifiques nazis, après la défaite de 1945, auraient continué à développer leurs armes secrètes les plus avancées, notamment les Hornbu et les Vril, des soucoupes volantes basées sur des technologies de propulsion révolutionnaires, peut-être même d'origine extraterrestre. Dans cette perspective, l'opération Higjump n'était pas une mission d'entraînement. C'était une véritable opération militaire secrète dont le but était de localiser et de détruire cette dernière base nazie et de s'emparer de leur technologie. L'échec cuisant de la mission et son interruption brutale s'expliqueraient alors par une défaite militaire. La flotte américaine, avec sa technologie conventionnelle, aurait été surclassée par ces chasseurs polaires ultra-rapides, les fameuses soucoupes volantes nazies. Les avertissements de l'amiral Byrd n'étaient pas une fiction, mais le rapport effrayé d'un soldat qui avait vu le futur de la guerre. Cette théorie, bien que spectaculaire, repose sur peu de preuves tangibles. Le fameux journal secret de l'amiral Byrd, qui décrirait un voyage dans une terre creuse et une rencontre avec ses habitants, est aujourd'hui considéré comme un faux. Cependant, certains faits restent troublants. L'intérêt réel et documenté des nazis pour l'ésotérisme et les technologies non conventionnelles, le grand nombre de sous-marins allemands dont la reddition n'a jamais été enregistrée à la fin de la guerre, et le silence quasi total des archives militaires américaines sur les véritables événements de l'opération Higjump. La mission a-t-elle été un simple échec logistique face à la brutalité du climat antarctique, comme le veut la version officielle, ou a-t-elle été la première bataille secrète de l'après-guerre, un affrontement contre un ennemi improbable disposant d'une technologie qui n'aurait pas dû exister? Qu'a vraiment vu l'amiral Byrd dans le ciel immaculé du pôle Sud? Le secret de l'opération Higjump reste gelé dans les archives classifiées, laissant la porte ouverte à un récit où l'histoire, la science-fiction et l'idéologie la plus sombre du XXe siècle se rencontrent dans le désert blanc. Les cascades de sang, la blessure du continent. Notre prochaine énigme est un spectacle à la fois macabre et d'une beauté saisissante. Dans les vallées sèches de McMurdo, l'un des déserts les plus extrêmes de la planète, où la neige ne tombe presque jamais et où la vie semble impossible, le paysage est d'une blancheur et d'une pureté presque absolue. Mais cette perfection est brisée par une vision choquante. Du front du glacier Taylor, une langue de glace immaculée, s'écoule une cascade d'un rouge sang profond. C'est comme si le continent lui-même saignait, une blessure ouverte dans le paysage gelé. Ce phénomène, baptisé Blood Falls, ou les cascades de sang, a été un mystère complet pour les explorateurs et les scientifiques pendant plus d'un siècle. Comment de l'eau liquide peut-elle s'écouler d'un glacier dont la température moyenne est de -17 degrés Celsius? Et surtout, pourquoi cette couleur si macabre? Pendant des décennies, on a cru que la couleur était due à une sorte d'algue rouge, similaire à celle qui colore parfois la neige en montagne. Mais cette hypothèse a été écartée. La vérité, découverte récemment grâce à des technologies de radar avancées, est bien plus étrange et fascinante. Les scientifiques ont découvert que la source des cascades de sang est un lac subglaciaire, piégé sous le glacier Taylor depuis environ 2 millions d'années. Ce lac n'a jamais vu la lumière du jour et n'a eu aucun contact avec l'atmosphère terrestre depuis tout ce temps. L'eau de ce lac est une saumure, 3 fois plus salée que l'océan, ce qui l'empêche de geler malgré les températures extrêmes. Et surtout, en étant piégé avec des sédiments rocheux, cette eau s'est chargée d'une quantité phénoménale de fer. C'est une poche de temps liquide, un écosystème sans oxygène et riche en fer. De temps en temps, la pression de la glace au-dessus force une partie de cette eau à s'échapper par une fissure. Lorsqu'elle atteint la surface et entre en contact avec l'oxygène de l'air pour la première fois en 2 millions d'années, le fer qu'elle contient s'oxyde instantanément.
En d'autres termes, il roule. La couleur rouge, c'en est donc rien d'autre que de la rouille liquide. L'explication géologique est élégante, mais elle n'est que le début d'un mystère encore plus profond. Car en analysant cette eau, les scientifiques ont fait une découverte qui pourrait avoir des implications pour la recherche de la vie dans l'univers. Ce lac subglaciaire, privé de lumière, d'oxygène et soumis à des conditions extrêmes, n'est pas mort. Il est habité. Il abrite un écosystème complet de micro-organismes uniques, au moins 17 types de microbes différents qui ont survécu et évolué dans cet environnement hostile. Comment? Ils ont développé une forme de métabolisme totalement exotique. Au lieu de la photosynthèse, basée sur la lumière, ou de la respiration, basée sur l'oxygène, ces microbes survivent grâce à la chimiosynthèse. Ils respirent le fer et mangent les sulfates présents dans l'eau pour obtenir de l'énergie. C'est un mode de vie complètement étranger, un écosystème alien sur notre propre planète. Les cascades de sang sont donc bien plus qu'une curiosité géologique. Elles sont une fenêtre, une sorte de biopsie naturelle sur un monde biologique caché et inconnu qui prospère sous nos pieds. Elles prouvent que la vie peut exister dans des conditions que nous pensions jusqu'alors totalement stériles. Cette découverte a des conséquences immenses pour l'astrobiologie. Les lunes glacées de notre système solaire, comme Europe, une lune de Jupiter, ou Encelade, une lune de Saturne, pourraient abriter sous leur calotte de glace des océans subglaciaires liquides. Les cascades de sang sont notre meilleur analogue terrestre pour comprendre comment la vie pourrait y exister, sans lumière et sans contact avec une atmosphère. Mais cela soulève une question pour l'Antarctique elle-même. Si un écosystème aussi unique peut exister dans ce petit lac piégé, qu'en est-il du vaste réseau de centaines d'autres lacs et rivières subglaciaires qui sillonnent le sous-sol du continent? Sommes-nous en train de regarder une simple fuite d'un monde biologique bien plus vaste et complexe que nous ne l'imaginons? Les cascades de sang sont une blessure dans la glace, mais une blessure qui révèle la vie. Elle nous rappelle que même le continent le plus mort en apparence cache en son sein un cœur battant, un secret biologique dont nous commençons à peine à prendre le pouls. Les sons inexpliqués, les murmures de l'abysse. L'Antarctique est souvent décrit comme le continent du silence. Un silence si pur, si absolu, qu'il en devient presque une présence tangible. Mais ce silence n'est qu'une illusion de surface. Sous les vagues glaciales de l'océan austral, dans les abysses les plus profonds et les moins explorés de la planète, se cache un monde sonore d'une complexité et d'une étrangeté qui défie notre entendement. Grâce à un réseau d'hydrophones, des microphones sous-marins ultrasensibles, les scientifiques écoutent les profondeurs. Et parfois, les profondeurs leur répondent avec des sons qui ne devraient pas exister. Le plus célèbre et le plus déroutant de ces sons a été enregistré en 1997 par la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. On l'a baptisé The Blue. C'était un son de très basse fréquence, mais d'une puissance colossale. Il a été capté par des capteurs distants de plus de 5000 km les uns des autres. Mais ce qui a le plus stupéfié les scientifiques, c'était son profil acoustique. Il ne ressemblait à rien de connu, ni à un son d'origine humaine, ni à un événement géologique. Sa signature spectrale était celle d'une vocalisation animale. Le problème, pour produire un son d'une telle amplitude, l'animal en question aurait dû être gigantesque, bien plus grand que la baleine bleue, le plus grand animal connu sur Terre. Pendant des années, le mystère du bloop a alimenté les fantasmes les plus faux. Était-ce le cri d'une créature marine inconnue, un monstre colossal des profondeurs, un kraken ou un léviathan bien réel? L'écrivain H.P. Lovecraft avait situé sa cité engloutie de Herlier et sa créature cosmique Cthulhu dans cette même région du Pacifique Sud. Le bloop était-il l'écho de ce cauchemar littéraire? En 2005, la NOAA a finalement proposé une explication officielle. Le son aurait été produit par un icequake, un tremblement de glace colossal, le son d'un iceberg géant se fracturant et se raclant contre le plancher océanique. Cette explication est aujourd'hui largement acceptée. Cependant, pour beaucoup, elle laisse un goût d'inachevé. Pourquoi le profil acoustique était-il si organique qu'il a trompé les experts pendant près d'une décennie? Et le bloop n'est pas seul. Il n'est que le plus célèbre membre d'un orchestre fantôme des profondeurs. D'autres sons non identifiés ont été enregistrés dans les océans du monde, souvent près de l'Antarctique. Il y a eu Julia, un son qui ressemblait à un gémissement, Slowdown, un son descendant en fréquence sur plusieurs minutes, et The Whistle, un sifflement étrange. Si beaucoup ont depuis reçu une explication probable, Iceberg,
volcans sous-marins, leur nature initialement mystérieuse et le fait que certains restent inexpliqués soulèvent une question fondamentale. Connaissons-nous vraiment ce qui vit dans les abysses? L'océan profond est moins exploré que la surface de la Lune. Se pourrait-il que des créatures d'une taille que nous n'osons imaginer survivent dans les fosses abyssales, dans des conditions de pression et d'obscurité extrêmes? Ou bien ont-ils une origine encore plus étrange? Certains théoriciens, dans le domaine des ovnis, parlent d'OSNI, objets submersibles non identifiés. Pourrait-il être la signature acoustique de technologies non humaines, des véhicules se déplaçant dans les profondeurs, utilisant l'océan comme une cachette? L'océan austral est un monde d'ombre et de pression. Nos hydrophones ne sont que de petites oreilles tendues au-dessus d'un abîme infini. Et cet abîme nous parle. Même si le bloop n'était que le soupir d'un glacier, il nous a rappelé que dans le silence apparent des profondeurs, des forces titanesques sont à l'œuvre et que nous n'avons peut-être pas encore rencontré tous les monstres. La carte de Piri Reis et une Antarctique sans glace. Nous quittons les profondeurs de l'océan pour celles de l'histoire. En 1929, dans la poussière du palais de Topkapi à Istanbul, une découverte cartographique allait poser une énigme qui remet en question toute notre chronologie de l'exploration humaine. Il s'agit d'un fragment d'une carte du monde, dessinée sur une peau de gazelle par un amiral et cartographe ottoman nommé Piri Reis, en l'an 1513. Cette carte est en soi un chef-d'œuvre. Elle montre les côtes de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Amérique du Sud avec une précision remarquable pour l'époque. Mais ce qui a stupéfié les historiens se trouve à la marge inférieure de la carte. On y voit une masse terrestre qui semble se prolonger vers le sud, là où devrait se trouver l'Antarctique. Or, le continent antarctique n'a été officiellement découvert qu'en 1820, soit 3 siècles plus tard. Comment Piri Reis pouvait-il connaître son existence? Le mystère s'approfondit de manière spectaculaire lorsqu'on examine ce qui est dessiné. La carte ne montre pas l'Antarctique telle que nous la connaissons, recouverte d'une calotte glaciaire de plusieurs kilomètres d'épaisseur. Elle semble dépeindre la ligne de côte de la terre ferme elle-même, la côte du continent sous la glace. Une côte qui n'a été cartographiée par notre propre civilisation qu'en 1958 grâce à des relevés sismiques complexes. Comment un amiral du XVIe siècle a-t-il pu dessiner la topographie subglaciaire d'un continent qui n'avait même pas encore été découvert? L'explication conventionnelle est que cette partie de la carte est une simple extrapolation, une représentation déformée de la côte de l'Amérique du Sud qui aurait été repliée par le cartographe pour tenir sur la peau de gazelle. Toute ressemblance avec l'Antarctique serait une pure coïncidence. Mais cette explication est difficile à accepter pour beaucoup, tant certaines caractéristiques de la Terre de la Reine Maude sur la carte semblent correspondre au relevé moderne. C'est Piri Reis lui-même qui nous donne la clé de l'énigme. Dans les annotations de sa propre main sur la carte, il explique qu'il n'est pas l'auteur original des données. Il précise qu'il a compilé sa carte à partir d'une vingtaine de cartes sources bien plus anciennes, dont certaines dataient du temps d'Alexandre le Grand et d'autres provenaient de cartes des anciens rois des mers. Piri Reis n'était donc pas un prophète, mais un compilateur. Le véritable mystère ne réside pas en lui, mais dans ses cartes sources, aujourd'hui perdues. Cela implique qu'il existait, dans l'Antiquité, des cartes d'une précision stupéfiante, héritage d'une civilisation de navigateurs que nous ignorons. C'est la thèse développée par l'historien Charles Hapgood, dont les travaux ont été préfacés par Albert Einstein lui-même. Hapgood a postulé l'existence d'une civilisation maritime mondiale à une époque préhistorique qui aurait cartographié la planète entière, y compris l'Antarctique, à une période où le climat était plus chaud et le continent largement libre de glace. Cette civilisation aurait été anéantie par un cataclysme planétaire. Mais ces cartes auraient survécu, copiées et recopiées à travers les âges, perdant en précision à chaque génération, jusqu'à ce que des fragments de ce savoir parviennent à des cartographes comme Piri Reis. Cette théorie est radicale, car elle suppose l'existence d'une science et d'une technologie avancée, cartographie sphérique, calcul de la longitude, des millénaires avant leur redécouverte officielle. Elle fait écho aux légendes de civilisations perdues comme l'Atlantide. La carte de Piri Reis est-elle la preuve tangible de l'existence d'un tel monde? Est-ce le fantôme d'un savoir oublié, qui nous force à admettre que Christophe Colomb et Magellan n'ont pas découvert un nouveau monde, mais simplement retrouvé les traces d'un monde bien plus ancien? Cette peau de gazelle n'est peut-être pas qu'une simple carte. C'est une anomalie historique, une fenêtre sur un passé où les océans du monde avaient déjà été explorés et où l'Antarctique n'était pas un désert de glace, mais une terre connue.
Le continent creux, porte des étoiles au royaume souterrain. Nous arrivons au terme de notre enquête, au point de convergence où tous les mystères que nous avons explorés semblent s'emboîter les uns dans les autres. Les pyramides de glace, le lac de vie primitive, l'anomalie gravitationnelle, les secrets militaires, les sons monstrueux, les cartes impossibles. Et si ce n'étaient pas des énigmes séparées? Et si c'étaient les différentes facettes d'un seul et même secret, une vérité si incroyable qu'elle frôle la folie? Cette vérité est l'hypothèse la plus ancienne et la plus folle concernant notre planète, une idée qui a hanté les mythes et les légendes depuis l'aube de l'humanité. La théorie de la Terre creuse. Et l'Antarctique en serait la clé, l'entrée physique vers ce monde inconnu. Cette théorie, sous ses formes modernes, postule que la Terre n'est pas une sphère solide, mais une coquille, abritant en son centre un monde intérieur, avec son propre soleil central, ses propres continents et, peut-être, sa propre civilisation. Les pôles nord et sud seraient les lieux de deux immenses ouvertures, des trous polaires qui connecteraient notre surface à ce royaume souterrain. Aussi fantastique que cela puisse paraître, les théoriciens de la Terre creuse réinterprètent toutes les anomalies antarctiques comme des preuves de leur thèse. L'anomalie gravitationnelle de la Terre de Wilk, ce n'est pas un cratère, mais une immensité souterraine ou une structure artificielle dont la masse perturbe la gravité. L'opération Higgins et l'avertissement de l'amiral Byrd, ils n'auraient pas combattu des nazis, mais les gardiens de cette entrée polaire et leur flotte de soucoupes volantes, protégeant leur monde de toute intrusion. Son fameux journal secret apocryphe le décrit d'ailleurs entrant dans le pôle et découvrant un monde de vallées verdoyantes et de mammouths vivants. Le lac Vostok et les cascades de sang, ce ne sont que de petites fuites, des fenêtres sur un écosystème bien plus vaste et plus complexe qui s'épanouit à l'intérieur de la Terre. Les sons comme le bloop, ce sont les bruits de cette civilisation intérieure ou de sa mégafaune. Les pyramides de glace et les structures étranges vues par satellite, des marqueurs, des balises ou des systèmes de ventilation pour ce monde souterrain. Cette théorie a l'avantage de tout expliquer, de relier tous les points en un récit cohérent et spectaculaire. Elle puise sa force dans les mythes universels d'un monde souterrain, l'Agartha des bouddhistes, l'Hadès des Grecs, le Sheol des Hébreux, et dans les témoignages de ceux qui prétendent y être allés. Bien sûr, la science moderne a prouvé par la sismologie que la Terre est bien solide et composée de différentes couches. La théorie de la Terre creuse est considérée comme une pure pseudoscience. Mais ses partisans rétorquent que nos instruments sont mal interprétés ou que ce monde intérieur existe dans une autre dimension, accessible seulement par des portails situés au pôle. Nous sommes donc face à un choix. Soit nous acceptons que l'Antarctique est un continent de coïncidences extraordinaires, un lieu où des anomalies scientifiques, des conspirations militaires et des mythes anciens se sont donné rendez-vous par hasard. Soit nous osons imaginer que ces anomalies sont les indices d'une réalité qui dépasse notre entendement. Que l'Antarctique soit une simple étendue de glace ou la porte d'entrée vers un autre monde, elle reste la dernière véritable terra incognita de notre planète, un miroir de nos peurs et de nos espoirs les plus profonds. La vérité, quelle qu'elle soit, est protégée par la plus formidable des forteresses, des kilomètres de glace et de silence. Ce qu'elle nous cache, ou ce dont elle nous protège, demeure la question finale et la plus importante de toutes.